10h30, la campagne des législatives. Quelle stratégie à gauche pour battre le RN et Renaissance? C'est toute la question ce matin. On en parle avec Neil Latrousse, Laurent Neumann, Paul Vanier. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Député sortant du Val d'Oise, candidat pour le nouveau Front Populaire dans le Val d'Oise, la 5e circonscription. Et alors sur ma feuille, j'ai écrit Christopher Barbier. Ah, vous l'avez déjà vendu aux Anglais. Je suis désolé. Oh, c'est un petit côté romantique, c'est Oui, pas c'est pas ironien. mal. Christopher, ça vous va pas mal aussi. Pas mal. Merci Christophe également d'être là. Paul Vanier, la petite surprise du matin, 10h31, c'est cette déclaration à l'instant, cette tribune publiée par Dominique Strauss-Kahn, qui vient en renfort de la France insoumise, ou quasiment. Je m'explique. Dominique Strauss-Kahn se projette déjà vers le deuxième tour et explique qu'en cas de duel entre la France insoumise et le Rassemblement national, il votera pour la France insoumise. Message très clair, il n'y a pas la même clarté partout dans ce camp-là. Je vais simplement lire, je ne sais pas si on a des citations d'ailleurs qui sont prêtes de Dominique Strauss-Kahn. Voilà, les démocrates sauront sans hésiter comment voter, éliminer le candidat d'extrême droite. Voilà ce que dit dans Challenge DSK. En cas de duel entre un candidat RN et un candidat LFI, il ne faudra pas hésiter non plus. Il faut savoir choisir son meilleur ennemi pour éviter le pire. Vous restez son ennemi, mais il faut savoir choisir son meilleur ennemi pour éviter le pire. Comment vous réagissez à cette déclaration de Dominique Strauss-Kahn? Écoutez, vous savez, je ne partage rien politiquement avec Dominique Strauss-Kahn, sauf peut-être cette persistance à vouloir distinguer le Rassemblement national des autres formations politiques. Et c'est vrai que dans ce moment de grande confusion, où on voit des traits d'égalité tirés entre le Rassemblement national et d'autres formations politiques, il est bon de rappeler que ce parti xénophobe, dont les fondements sont dans le pire de l'histoire de France, est un parti anti-républicain, un parti antidémocratique, un parti dangereux pour notre peuple, dangereux pour notre pays. Et donc je salue toutes celles et tous ceux qui, dans ce moment grave, qui peut ouvrir la voie à tous les périls, continuent à faire ce travail, à être à la hauteur, au fond, d'une forme de morale républicaine et à considérer que le Rassemblement national est hors du champ républicain et qu'il faut partout, toujours, le combattre. On était tout à l'heure, Christophe Barbier, avec Carl Olive, du camp d'Emmanuel Macron, qui disait oui, on a fait barrage en 2002, mais les choses ont changé. Précisément, Dominique Strauss-Kahn dit dans cette tribune, 2002, j'ai voté contre Jean-Marie Le Pen, donc j'ai voté pour Jacques Chirac contre Jean-Marie Le Pen. En gros, les choses n'ont pas changé, il faut faire la même chose aujourd'hui. Alors avec Dominique Strauss-Kahn, c'est l'ancien maire de Sarcelles aussi qui s'exprime, qui a été confronté à l'époque, dans ses combats électoraux, à une extrême droite lepéniste, Jean-Marie lepéniste, très très puissante. Donc il est dans l'écho de ce combat-là. Mais c'est aussi la période d'avant. D'avant, la double dédiabolisation comparative dont a profité Marine Le Pen, c'est-à-dire d'abord d'être moins l'extrême droite parce que Zemmour a surgi et apparaît comme encore plus d'extrême droite, et puis ensuite par le comportement des députés LFI à l'Assemblée, par des positions de la France insoumise, notamment depuis le 7 octobre, l'impression que sur certains combats, la France insoumise était plus dangereuse que le RN. C'est ce qui trouble notamment profondément la communauté juive, qui a l'impression qu'elle serait mieux protégée contre l'antisémitisme d'origine islam politique par le RN que par la France insoumise. Et ça, Dominique Strauss-Kahn, qui a quitté la vie politique quand même depuis 2011, en est peut-être moins conscient. Ça reste sa conviction personnelle et il l'affirme courageusement, mais sur le terrain, c'est plus ce qu'on entend. Il n'élude pas, Strauss-Kahn, les accusations d'antisémitisme contre un certain nombre d'élus venus de la gauche. Il ne l'élude pas, il dit je le sais, je le vois, mais... Il y a une autre explication, c'est que j'imagine que Dominique Strauss-Kahn a dû lire la plateforme programmatique du nouveau Front Populaire. Et très honnêtement, évidemment, c'est sans doute beaucoup trop à gauche, notamment sur le plan économique, que les options de Dominique Strauss-Kahn. Mais il y a plus de points communs entre ce qu'il y a dans ce programme et les convictions économiques de Dominique Strauss-Kahn qu'entre ces convictions-là et celles du Rassemblement national. Il prend une position tout à fait iconoclaste. Parce que, évidemment, Dominique Strauss-Kahn, c'est un social-démocrate, on peut même dire un libéral social. Et donc, a priori, la France insoumise et lui, les options sont radicalement différentes. Mais il considère effectivement que le danger, c'est celui-là. Et la vérité, c'est qu'il y a beaucoup de gens de gauche qui vont être obligés de se poser la question au deuxième tour. Et c'est pas évident, d'autant qu'il y a des figures a priori de gauche qui tiennent des discours assez différents les uns des autres. Et la vraie question, malheureusement, il faudra y répondre le lundi au lendemain du premier tour. Parce que d'abord, ce qui joue, c'est le premier tour. Il faut d'abord se qualifier pour le second avant de se poser ce type de questions. Paul Vanier, qu'avez-vous en commun avec DSK ? Rien, sauf ce que je vous ai dit, cette persistance à vouloir considérer l'extrême droite comme
hors du champ républicain est dangereuse pour notre pays. Mais sur le fond de la politique, Dominique Strauss-Kahn incarne les renoncements, les trahisons, le hollandisme, cette gauche qui a à ce point démobilisé, a chamboulé beaucoup d'électeurs et qui a conduit, vous le savez, à l'effondrement du Parti socialiste. Mais je crois qu'on est dans un moment vraiment très, très particulier. Et donc, il y a cette prise de parole, elle est surprenante, mais elle nous rappelle que chacun est devant maintenant un choix individuel. Mais attendez, pardonnez-moi de vous interrompre. Donc, si je vous comprends bien, pour que tout soit clair, un Premier ministre social-démocrate, genre Dominique Strauss-Kahn, François Hollande, Raphaël Glucksmann, serait moins grave à vos yeux, évidemment, qu'un Premier ministre issu du Rassemblement national. Un Premier ministre du Front populaire doit être aligné. Je vais vous répondre. Mais je vous réponds politiquement. Attendez, on n'arrête pas de poser la question à tout le monde. Choisissez entre le RN et les Insoumis. Vous avez parlé vous-même de choisir entre le RN et un social-démocrate. Non, moi, je ne choisis pas comme ça. Ce qui m'intéresse, c'est quelle politique sera conduite si le Front populaire l'emporte. Et pour que le programme, c'est le plus important pour les électeurs et les électrices, pour que le programme de rupture du nouveau Front populaire, vous en avez parlé, qui propose de tout changer, pour qu'il soit appliqué, véritablement mis en œuvre, dans les 15 jours après l'élection, pour faire l'abrogation de la réforme de la retraite, de l'assurance chômage, pour faire la reconnaissance de l'État de Palestine, il faut, je vous réponds, un Premier ministre aligné sur le centre de gravité politique de la future majorité et du programme. Et donc je pense que ce Premier ministre doit émaner des rangs de la France insoumise. Pour vous répondre très clairement. Non, vous ne répondez pas, ma question. Je vous dis ma préférence et mon option. Non, vous ne m'avez pas répondu. Ma question, c'est puisqu'on demande aux gens de choisir entre un candidat du Rassemblement national ou un candidat insoumis. Moi, je change la question. Je vous dis, entre un candidat social-démocrate pour Matignon et un candidat du RN, vous choisissez quoi? Les électrices et les électeurs. Non, vous. Non, mais moi, très clairement, je vous le dis, c'est un scénario fiction. Il n'existe pas. Pourquoi? Parce qu'au lendemain du second tour, il y aura, si le nouveau Front populaire l'emporte, une composante principale dans la future majorité. Ce sera le groupe de la France insoumise, vous voyez? Et nécessairement, comme d'ailleurs Olivier Faure l'a dit lui-même, comme nous le souhaitons, mais c'est peut-être parce le Premier ministre sera issu de la composante principale de la future majorité. C'est peut-être parce que vous ne répondez pas que beaucoup d'électeurs de gauche au second tour auront peut-être du mal à glisser un bulletin dans l'urne pour vos candidats. Je ne crois pas, parce que tous nos candidats portent le même programme. Ils sont tous des candidats du nouveau Front populaire, qu'ils soient insoumis, communistes, écologistes, socialistes, place publique. Ils ont tous vocation à former une même majorité, à gouverner ensemble et à appliquer un programme. Pour que cela fonctionne, et la nécessité pour nous sera d'être à la hauteur de nos engagements. Il faut un Premier ministre aligné sur le centre de gravité politique de ce nouveau Front populaire, et nécessairement, il devra être issu de la France insoumise. Entre Hollande et Bardella, vous voulez aucun des deux, donc vous non, mais je ne suis pas, moi, dans la fiction. Je ne suis pas dans un exercice une série de... Mais Strauss-Kahn ne sera jamais le Premier ministre de la France dans 15 jours. Voilà. C'est une fiction et il y répond. Sortons de la fiction, revenons à la réalité. La réalité, c'est que dans beaucoup de circonscriptions, il y aura RN et LFI, et puis d'autres candidats peut-être qualifiés derrière pour une triangulaire. Dans ce cas-là, ils vont se maintenir. Ils ne vont pas appeler à voter les filles, en tout cas pas tous. Alors que si à la place du candidat LFI, il y avait un candidat socialiste ou écologiste, là, l'union se ferait facilement pour battre le RN. Donc je veux dire par là qu'en demandant beaucoup de circonscriptions, les 229 que vous avez, en étant confronté beaucoup au RN, finalement, vous allez peut-être affaiblir le Front populaire. Si vous aviez cédé votre place à des modérés, c'était plus facile de se regrouper derrière les modérés. J'ai compris, monsieur Barbier. J'ai compris, si la France insoumise disparaissait, au fond, le travail du nouveau Front populaire serait plus facile. Il y a vos fiefs. Je comprends le sens de votre démonstration. Il y a vos fiefs. Vous avez des fiefs et vous allez passer par le premier tour. Mais ailleurs, est-ce que vous n'auriez pas dû céder la place? Non, je ne crois pas. Vous ignorez une réalité fondamentale. C'est que la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, sont un atout dans cette campagne. Vous savez que des millions de gens... C'est pas ce qu'on a l'impression de voir. Moi, je vous le dis, parce que moi, je le vois quand je fais campagne. Les gens me disent... Moi, il y a le visage de Jean-Luc Mélenchon accolé au mien. Les gens me disent, oui, je veux le soutenir. Oui, j'ai confiance en cet homme. Ils veulent de la radicalité. Oui, la France insoumise, nous vous connaissons, nous savons... Votre programme, votre détermination, nous vous faisons confiance. Et vous savez ça, nous en avons besoin si nous voulons former encore une fois une majorité. Pas simplement si nous voulons concourir dans cette élection et se compter à gauche qui, des socialistes, des insoumis, des écologistes, aura le plus grand nombre de députés. L'enjeu, c'est de gagner. Et pour gagner, nous avons besoin de Jean-Luc Mélenchon, de la France insoumise, de mobiliser des électeurs. Nous sortons des élections européennes, monsieur Barbier. On n'a pas eu le temps
d'en faire le bilan. La France insoumise a progressé d'1 million de voix. Savez-vous comment? Plus 50%. En faisant venir des néo-votants, des primo-votants, des gens qui n'avaient jamais participé Sur l'islamo-gauchisme grâce à Non, Rima ça c'est Hassan. votre caricature. Ah bah, mais sur un programme vous êtes allé les chercher, européen contre l'austérité, oui, un programme pour que le cessez-le-feu immédiat à Gaza soit assumé pour la paix en Ukraine, bien sûr, mais nous avons, nous, réussi à faire venir sur la scène politique tout à fait. des millions de gens. Et si nous voulons gagner le 30 juin, le 7 juillet, il faut continuer à mobiliser ces personnes. Dans cette demande de radicalité, est-ce que vous ne vous dites pas parfois, mais si le RN arrive au pouvoir, Oui. ben la société va craquer, elle va se révolter, elle va aller dans le sens de vos idées. Est-ce que ce n'est pas la catalyse que vous attendez, Bardella, Matignon? Absolument. J'apporte un élément d'éclairage là-dessus. C'est la thèse de Jean-Luc Mélenchon, y compris dans l'ère du peuple, de dire à la fin ce sera eux ou nous. Et nous. Donc il y aurait d'une certaine façon un bloc d'extrême droite face auquel le seul salut viendrait par un bloc radical de gauche. Et nous y sommes. Hein. Nous sommes dans cette confrontation entre le nouveau Front populaire et l'extrême droite qui sont en concurrence là, aujourd'hui, maintenant, pour la conquête et l'exercice du pouvoir. Et ça peut être dans la rue pour vous. Attendez. C'est exactement pour ça soyons qu'entre très la clairs. gauche démocrate et un RN, vous ne choisissez pas. Soyons très clairs. Je réponds à votre question. Ce que jamais l'expérience de l'extrême droite au pouvoir ne doit être assumée. Jamais. C'est le pire danger pour notre pays. Quand l'extrême droite exerce le pouvoir, elle brutalise le peuple, elle lui fait du mal et elle cherche à tout prix, regardez au Brésil, regardez aux États-Unis, à se maintenir au pouvoir. Donc nous n'avons jamais considéré qu'il fallait en passer par là. Nous voulons tout faire au contraire pour empêcher maintenant l'extrême droite de conquérir le pouvoir. Et qui peut le faire à part le nouveau Front populaire? Nous sommes les seuls aujourd'hui, à quelques jours d'une élection historique pour notre pays, à pouvoir défaire l'extrême droite. Et j'appelle tous les Français, toutes les Françaises qui veulent empêcher le pire à se regrouper autour de tous les candidats qui portent tous le même programme, qui aspirent tous à gouverner ensemble dans la clarté. Notre programme, nous l'avons chiffré, nous l'avons présenté, il est soutenu, appuyé par des économistes. Il comporte 150 mesures pour tout changer dans ce pays. Je dis, regroupez-vous autour du bulletin de vote du nouveau Front populaire pour éviter le pire pour notre pays. Et mieux que ça, vous parlez du pire, vous parlez du danger pour le Rassemblement national. Le danger, c'est exactement le mot employé ce matin par Gérald Darmanin sur Europe 1 pour parler de vous. Je pense qu'il y a dans les programmes de certains candidats, la France insoumise en particulier, les germes de troubles extrêmement importants, des troubles de sécurité. Quand on veut désarmer la police, par exemple, évidemment, ça ne crée pas les conditions d'une paix civile. Ça, c'est pour le nouveau Front populaire. Oui, mais c'est extrêmement important. Je pense que beaucoup de Français seraient d'accord avec moi pour dire que la France insoumise est extrêmement dangereuse pour la société. Et c'est évidemment à rejeter. Et puis, il y a des germes de troubles sociaux extrêmement graves, moi je le pense aussi, dans les conséquences économiques des programmes démagogiques qui sont présentés. La France insoumise extrêmement dangereuse, il vous renvoie dos à dos. Oui, il a perdu tous ses repères républicains. Ce ministre qui a fait voter, vous vous en rappelez, la loi immigration avec les voix macronistes et les voix lepénistes, une loi immigration qui faisait du principe de préférence nationale, le principe de Jean-Marie Le Pen, un fondement de notre loi, fort heureusement censuré par le Conseil constitutionnel. Il y a une recomposition politique qui est à l'œuvre. Je le disais, nous sommes passés à l'étape du le Front populaire, du l'extrême droite, contre nous, le Front populaire. Et dans cette période de recomposition, on voit que la Macronie est en train de voler en éclats. Et qu'elle se cherche une place, certains de ses leaders se cherchent une place, ils sont dans une course, dans une surenchère à droite, à l'extrême droite. Et M. Darmanin, là, dans les mots qui sont les siens, dans son choix de cibler d'abord le nouveau Front populaire quand l'extrême droite est aux portes du pouvoir, il prend le chemin après la fusion idéologique, peut-être demain, d'une recomposition politique avec l'extrême droite, la droite extrême dans notre pays. Je vois ce qu'il se passe. Et ce ministre se comporte de façon irresponsable. D'ailleurs, j'attends, moi, du gouvernement actuel qu'il se positionne clairement, beaucoup plus clairement qu'il ne l'a fait ces derniers jours, sur la question du comportement des candidats macronistes au second tour en cas de triangulaire. Que feront-ils? Est-ce qu'ils choisiront la démocratie, la République, les principes fondamentaux qui organisent notre société depuis maintenant des siècles d'histoire républicaine, ou choisiront-ils l'extrême droite alors attendez, on va parler de Jean-Luc Mélenchon dans une seconde, mais quand vous avez cette tribune signée par toute une partie de la gauche ce matin, y compris par des gens du gouvernement d'ailleurs, notamment Agnès Pannier-Runacher, qui dit il va falloir être clair dès maintenant et se désister au deuxième tour s'il y a un risque que le RN ne l'emporte. Tant mieux, mais je la crois isolée, cette ministre, parce que je n'ai pas entendu Gabriel Attal. Non, mais est-ce que vous signez aussi les tribunes? Est-ce que vous signez aussi les tribunes? Emmanuel Macron s'engager. Est-ce que vous êtes prêt, Paul Vannier, à vous retirer si vous êtes troisième, à vous retirer? Je vais vous répondre. À vous retirer pour éviter que le RN ne l'emporte. Je vais vous répondre, mais vous savez que cette question ne nous est pas posée en vérité. Parce que dans les 100 à 150 triangulaires qui, sans doute, se proposeront après le 30 juin, dans l'écrasante majorité des cas, ce sont les candidats macronistes qui seront en troisième position. Et c'est donc à eux
qu'il faudra et si elle se pose, et puisque je vous la pose, ou il ne se retire pas. Est-ce que vous vous retirerez? Eh bien, nous, c'est très clair. Nous l'avons toujours dit, toujours fait. Pas une voix pour l'extrême droite, jamais. Et entre un candidat raciste et un autre candidat, nous ferons toujours la différence. Donc vous vous retirerez? Dans l'hypothèse où il y a un candidat du nouveau Front populaire en 3e position et où il y a un candidat d'extrême droite raciste qui est en position de l'emporter, il est très probable que c'est la décision que nous prendrons. Et je veux vous le redire, cette question-là, en vérité, ne nous est pas posée. Et vous nous la posez à nous. Et je vous y réponds sans difficulté. Mais c'est au bloc macroniste. En vrai, on la pose à tout le monde depuis ce matin. C'est à eux qu'il faut poser la question, mais ils n'ont pas répondu. Nous sommes à quelques jours de l'élection, mais M. Attal, M. Macron et les principaux ministres du gouvernement n'ont pas répondu. M. Olive, qui me précédait sur ce plateau, n'a pas répondu. Vous avez raison, il n'a pas répondu. Et ça, je veux dire, c'est l'effondrement de la culture républicaine des macronistes que nous voyons là franchir une étape supplémentaire. Avec une difficulté supplémentaire qui arrivera dans le bloc de la majorité, c'est que ce n'est pas un bloc monochrome. Vous avez Renaissance, vous avez les amis d'Édouard Philippe, vous avez les amis de François Bayrou, et il y a fort à parier que dimanche soir, chacun ne dira pas forcément la même chose que son copain d'à côté, parce que les stratégies sont extrêmement divergentes en fonction des ambitions des uns et des autres pour 2027 et en fonction des intérêts des uns et des autres quant à la composition de la future Assemblée. Monsieur Vannier, je vous entends dire à plusieurs reprises, nous gouvernerons le programme du nouveau Front populaire, etc. Quand on lit la tribune publiée dans Le Monde, rien ne dit que les écologistes, le Parti communiste, les socialistes gouverneront à vos côtés. De ce que l'on comprend, ils sont tout à fait prêts à gouverner avec un centre macroniste compatible. Moi, c'est ce que je lis dans cette tribune. Vous êtes sûr de vos alliés? Je suis sûr que nous avons fait ensemble un accord historique autour d'un programme de rupture, un programme de gouvernement qui ne se limite pas à quelques mesures. Et je suis sûr que nous avons tous ensemble l'ambition de gagner cette élection. Ils ne vont pas vous tourner le dos le 8 juillet? Écoutez, moi je prends les choses une à une. Pour l'instant, mon combat, c'est de gagner l'élection législative. Ensuite, il faudra former un gouvernement. Et ensuite, mener une politique de changement dans ce pays. Donc, la question, c'est avec qui aussi, Paul Vannier? Je voulais vous parler de Jean-Luc Mélenchon parce que vous êtes un proche de Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, hier soir, qui sur France 2 disait « Attendez, que tout le monde se calme, je ne suis candidat à rien, mais je n'exclus rien. Et je pourrais être éventuellement porté à Matignon ou ministre si le choix en était fait par la gauche. » Vous avez défendu, vous, Jean-Luc Mélenchon, au moment où François Hollande lui disait qu'il se taise. Jean-Luc Mélenchon, il nous gêne qu'il se taise. Je voudrais qu'on voit les échanges de tweets que vous avez pu avoir. Est-ce que vous a répondu notamment François Hollande? Est-ce qu'on peut voir les tweets, les messages, s'il vous plaît? Ils arrivent, me dit-on, ces tweets. Je vous jure, Laurent Neumann, ils arrivent, les tweets. Normalement. Voilà. Assez que ce fossoyeur de la gauche, ça c'était pour François Hollande, se taise et qu'il arrête de saborder la campagne du nouveau Front populaire. Sans Mélenchon, nous ne pourrions prétendre à gouverner. L'avenir est avec lui. Hollande, c'est le retour des trahisons du passé. François Hollande, qui vous répond d'après le Figaro, c'est qui? Paul Vannier. Maintenant, il me connaît. Mais vous voyez, cette question du Premier ministre, c'est celle de quelle ligne politique le gouvernement du nouveau Front populaire veut suivre. Est-ce que nous voulons appliquer le programme que nous avons signé ensemble? Ou alors, s'agit-il d'une manœuvre pour revenir aux méthodes d'avant et puis effacer les promesses une fois qu'elles ont été écrites? Quoi qu'on pense de Jean-Luc Mélenchon, les Français et les Françaises savent que c'est un homme de caractère. Qu'il a, ça, ils l'ont compris, oui. Et que c'est un homme libre et un homme qui a toujours tenu ses promesses et n'a jamais baissé les yeux face à toutes les adversités. Et vous savez, dans le profil du futur Premier ministre, cette caractéristique-là, elle sera fondamentale. Parce qu'un gouvernement du nouveau Front populaire affrontera beaucoup de difficultés. Donc Tondelier, Rousseau, Glucksmann ont tort de demander qu'il se retire? Oui, ils ont tort parce que le temps n'est pas à la division, le temps n'est pas aux oukases, le temps n'est pas à faire des listes, le temps est à la campagne, le temps est à l'union, le temps est à la clarté sur le programme pour convaincre les électeurs en maintenant l'hypothèse Mélenchon, c'est pas vous qui divisez votre camp? Rien. Jean-Luc Mélenchon a dit qu'il n'était candidat à rien. Il a dit « je ne veux pas m'imposer » et en même temps, je ne m'élimine pas. Enfin, la veille, il a dit « je suis prêt à gouverner ». Il agit, mais c'est vrai, il a l'expérience. Donc un jour, je suis prêt à gouverner, le lendemain, je suis candidat à rien, et demain, ce sera... Jean-Luc Mélenchon a l'expérience. Jean-Luc Mélenchon a la légitimité d'un score de 22% il envoie des messages à l'élection présidentielle. Mais ça n'est pas Jean-Luc Mélenchon, c'est les Français qui savent que Jean-Luc Mélenchon... Mais moi, je vous parle des Français. Ils savent que c'est un prétendant au poste de Premier ministre. Jean-Luc Mélenchon, lui, agit en homme d'État, en responsabilité dans ce moment de campagne où il s'agit de convaincre des électrices et des électeurs de ne pas parasiter notre message, de ne pas nous détourner du fond
de cette campagne. Le programme, que proposons-nous en français? Quelles mesures? L'école gratuite, la bifurcation écologique par la rénovation thermique du bâti. C'est lui qui parasite la campagne. Non, c'est les autres. Quand ils font cette polémique permanente, quand ils y reviennent, ils agissent en diviseur, là où il faut unir et rassurer les Français. Son combat majeur, c'est quand même la présidentielle depuis 15 ans. On a vu des présidentiables envoyer quelqu'un d'autre à Matignon pour mieux préparer l'échéance présidentielle. Chirac en 93, Marine Le Pen, là, elle veut envoyer Bardella pour se préserver. Pourquoi Mélenchon ne ferait pas ce choix-là? Il est votre porte-drapeau présidentiel, pas piloter l'administration. Mais écoutez-le, Jean-Luc Mélenchon a redit, pas plus tard qu'hier soir, qu'il y avait dans nos rangs des dirigeants, des députés capables d'assumer la fonction de Premier ministre. Manuel Bompard, Mathilde Panot, Clémence Guettet, Éric Coquerel, le président de la Commission des Finances. Il a évoqué Younous Omarjee, qui est un député européen qui dirige la principale commission du Parlement européen. C'est plus de 200 milliards d'euros de budget. Donc nous avons dans nos rangs beaucoup de gens capables. Nous sommes prêts à gouverner. Et lui, la présidentielle. C'est terminé. Et lui, il jouera le rôle qui doit être le sien. Nous avons besoin de lui. Nous avons besoin de Jean-Luc Mélenchon pour gagner l'élection législative. En 2027. Merci beaucoup, Paul Vannier. On avance dans un instant.